C'était un dimanche soir typique à Avignon, le soleil se couchant sur le palais des papes et les remparts, quand j'ai décidé de faire une surprise à mon mari. 8 mois de grossesse n'empêchaient pas mon impatience de partager la nouvelle. Le trousseau de bébé était enfin complet. J'avais passé toute la journée à ranger chaque vêtement, chaque couverture, chaque petit chausson dans l'armoire que j'avais décoré avec tant de soin. Des mois d'économie pour que rien ne manque à notre première fille. Antoine m'avait dit qu'il travaillait sur un projet urgent au bureau, quelque chose à propos de délais et de clients importants. La même rengaine habituelle. J'ai conduit dans les rues pavées, caressant mon ventre en pensant à quel point ce serait agréable de partager ce moment avec lui. L'immeuble de bureau était presque vide, comme on pouvait s'y attendre un dimanche. J'ai reconnu sa voiture à sa place, habituelle, et à ma grande surprise, juste à côté, était garée la voiture de Sophie, ma meilleure amie depuis le lycée. Quelle coïncidence, ai-je d'abord pensé. Elle doit être venue l'aider pour quelque chose sur le projet. Un frisson inexplicable m'a parcouru l'échine, en montant dans l'ascenseur. La porte du bureau était entr'ouverte. Il a suffi d'un regard pour que mon monde s'effondre complètement. Il n'y avait pas de projet urgent, juste la trahison. Antoine et Sophie enlacés sur le canapé du bureau, ce même canapé où je m'étais assise tant de fois en l'attendant pour aller dîner. Le bruit de mon sac tombant sur le sol les a alertés de ma présence. Leurs yeux ont d'abord montré la surprise, puis la panique. Je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Mes jambes, déjà fatiguées par le poids de la grossesse, peinaient à me soutenir. Je suis partie en courant, ignorant leurs appels désespérés, les larmes brouillant ma vision, alors que je rentrais chez moi en voiture. C'est drôle comme en une seconde, toute votre vie peut s'écrouler comme un château de cartes. 7 ans de mariage, 20 ans d'amitié, les projets d'avenir, tout s'est effondré à cet instant. Je suis retournée dans notre maison, désormais juste ma maison, et je me suis assise au milieu de la chambre du bébé, entre les ours en peluche et les mobiles colorés. Quelle ironie du sort! Pendant que je préparais un nid pour notre famille, ils en détruisaient les fondations. Le choc initial a laissé place à la colère, puis à une douleur profonde. Pendant 3 jours, j'ai ignoré leurs appels incessants. Antoine a dormi chez un ami, respectant mon espace, au moins ça, tandis que Sophie inondait ma messagerie vocale de messages audio empreints de culpabilité. C'était une erreur. Nous n'avons jamais voulu te blesser. C'est arrivé sans qu'on le veuille. Les excuses vides ne faisaient qu'aggraver mon angoisse. Qui trahit sans le vouloir? Qui blesse une amie enceinte de 8 mois par accident? Ma belle-mère, Madame Geneviève Dubois, une dame traditionnelle et une matriarche respectée dans la communauté locale, s'est présentée à ma porte avec des douceurs maison et des mots de réconfort, sans savoir exactement ce qui s'était passé. Les disputes arrivent, ma fille. Vous allez vous arranger. Si elle savait, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Je ne voulais pas exposer mon humiliation, même pas à elle, qui m'avait toujours traitée comme sa fille. C'est pendant un café avec ma belle-mère que j'ai ressenti les premières contractions. 1 mois avant terme, ma fille a décidé qu'il était temps de venir au monde. Entre la douleur physique et émotionnelle, j'ai été transportée d'urgence à la maternité. Dans une petite ville comme Avignon, les nouvelles circulaient vite dans les ruelles pavées. En quelques heures, la salle d'attente était pleine d'amis et de membres de la famille, tous avec des regards de pitié mal dissimulés. Il semblait que le secret n'était plus si secret. Et puis, comme dans un scénario de mélodrame mal écrit, ils sont arrivés. Antoine et Sophie, côte à côte, avec des expressions de regret sincères. Quelle aubaine, ai-je pensé. La trahison suivie de la rédemption, juste à temps pour la naissance du bébé. J'aurais presque ri de la situation, si je n'avais pas été trop occupée par les contractions. L'accouchement a été compliqué, durant près de 20 heures. Pendant ce temps, j'ai appris par l'infirmière qu'Antoine n'avait pas quitté la salle d'attente un seul instant, refusant de manger ou de dormir. « Votre mari est vraiment inquiet », m'a-t-elle dit avec un sourire complice. J'ai eu envie de répondre, qu'il aurait dû y penser avant de coucher avec ma meilleure amie, mais j'ai gardé ce commentaire pour moi. Quand j'ai enfin tenu ma fille dans mes bras, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'infirmière est entrée avec un énorme bouquet de fleurs et une carte. Ce n'était pas d'Antoine, mais de Julien, un ancien camarade de fac devenu médecin à l'hôpital. La carte disait qu'il avait toujours eu des sentiments pour moi et qu'il avait appris ce qui s'était passé. « Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit », avait-il écrit. Encore une ironie.
Alors que mon mariage s'effondrait, de nouvelles possibilités que je n'avais jamais imaginées surgissaient. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Je suis rentrée à la maison avec Chloé, ma fille, et j'ai trouvé Antoine campé dans le salon, déterminé à regagner ma confiance. Il avait tout rangé, nettoyé la maison, préparé la chambre du bébé, comme si les tâches ménagères pouvaient réparer un cœur brisé. Lors d'une discussion animée, il a révélé que l'affaire avec Sophie avait été un unique moment de faiblesse, précipité par le stress et la peur de la paternité imminente. Un unique moment ? Ai-je demandé avec toute l'ironie que j'ai pu rassembler. Comme c'est intéressant, il t'a fallu combien de moments uniques pour surmonter ta peur de la paternité ? 5, 10, ou tu as perdu le compte ? Le même jour, j'ai reçu une visite inattendue. Sophie apportait avec elle des documents révélant qu'elle quittait son emploi en ville pour accepter une proposition à l'étranger. « C'est mieux pour nous tous », a-t-elle dit, évitant mon regard. « Je pars pour Londres la semaine prochaine. » J'ai observé sa main tremblante en me tendant les papiers. Une partie de moi voulait crier, la chasser. Une autre partie voulait simplement pleurer l'amitié perdue. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et fermé la porte quand elle est partie. Certains départs ne méritent pas d'adieu. 3 mois se sont écoulés. La routine avec Chloé avait établi une trêve silencieuse entre Antoine et moi, qui dormait désormais dans la chambre d'amis. Notre relation se résumait à des conversations pratiques sur les couches, les biberons et les rendez-vous chez le pédiatre. Il était un père dévoué, je ne pouvais pas le nier. Je voyais dans ses yeux l'amour sincère pour sa fille, le même regard qui m'avait été adressé un jour. Pendant le baptême de Chloé, un événement important dans la communauté catholique, traditionnelle d'Avignon, Julien est apparu, causant un malaise visible chez Antoine. Le médecin était devenu un visiteur fréquent, toujours sous prétexte de vérifier la santé du bébé. Sa présence me donnait une étrange sensation de vengeance silencieuse, surtout quand je remarquais la jalousie mal dissimulée dans les yeux de mon mari. Après la cérémonie, pendant le déjeuner chez Madame Dubois, j'ai trouvé par hasard d'anciens messages sur une tablette oubliée sur la table basse. À ma grande surprise, j'ai découvert que la trahison n'avait pas été un événement isolé, mais quelque chose qui durait depuis des mois. Messages, photos, plans de rendez-vous, tout était là, documenté avec la précision d'un journal intime. Mon estomac s'est noué, 7 ans de mariage, et je n'avais jamais vraiment connu l'homme avec qui je partageais mon lit. Avec le calme calculé de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, j'ai photographié chaque message avec mon portable. Des preuves. Je ne savais pas encore à quoi elles serviraient, mais quelque chose me disait qu'elles seraient utiles. « Tout va bien, ma chère ?» demanda Madame Dubois, remarquant ma pâleur. « Oui, juste un peu fatiguée », répondis-je en rangeant mon portable. S'occuper d'un bébé n'est pas facile. Elle sourit, compréhensive, sans imaginer la tempête qui se formait en moi. J'ai confronté Antoine pendant le festival d'Avignon, en pleine place de l'Horloge. Ce n'était pas prévu, ou peut-être que si, par mon subconscient. Nous étions là, parmi les touristes et les habitants, quand une amie commune est passée avec son mari, tous deux souriants. « Comment faites-vous pour être si heureux après tant d'années ?» ai-je demandé au couple. « L'honnêteté », a répondu son mari, sans savoir la gâchette qu'il actionnait. Antoine a avalé sa salive à côté de moi. « L'honnêteté », ai-je répété, sentant mon sang bouillonner dans mes veines. Concept intéressant, n'est-ce pas, Antoine ? Ça doit être quelque chose que tu as lu dans un livre, parce que ce n'est certainement pas quelque chose que tu pratiques. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir, assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai montré les messages sur mon portable, énumérant chaque mensonge, chaque rendez-vous secret. La scène est vite devenue le sujet principal, des conversations dans les cafés de la ville historique. C'est alors que Sophie, que je croyais à l'étranger, a surgi de la foule. Apparemment, son voyage avait été reporté. Elle a avoué, là, sur place, que les messages que j'avais trouvés dataient d'une période antérieure à notre mariage, quand ils avaient eu une brève liaison qu'ils ne m'avaient jamais racontée. « Cela ne change rien à ce que vous avez fait 8 mois plus tard », ai-je répondu, me surprenant moi-même par la froideur de ma voix. « La date de la trahison n'est qu'un détail dans le catalogue de vos mensonges. » Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction, non pas de mon mariage, mais de moi-même. Antoine a déménagé définitivement dans un appartement du centre-ville, assez proche pour voir Chloé tous les jours. Julien, le médecin, est devenu une présence de plus en plus constante.
Sa gentillesse était un baume sur mon orgueil blessé, même si je savais que je n'étais pas prête pour une nouvelle relation. Certaines blessures ont besoin de temps pour cicatriser complètement. 6 mois après la naissance de Chloé, alors que je participais à une procession religieuse traditionnelle dans les rues pavées d'Avignon, j'ai reçu un appel de Julien. Je me suis éloignée de la foule pour répondre, sentant mon cœur s'accélérer sans raison apparente. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi depuis l'époque de l'université et m'a proposé de recommencer nos vies dans une autre ville. J'ai reçu une proposition d'emploi à Paris. Viens avec moi, toi et Chloé. Nous pourrions avoir un nouveau départ, loin de tout ça. La proposition a flotté dans l'air comme une possibilité tentante. Paris, l'anonymat, un nouveau départ. Ce soir-là, en parlant de la proposition à Antoine, je m'attendais à une explosion de jalousie, peut-être même à une tentative désespérée de me convaincre de rester. Au lieu de cela, il est tombé à genoux. Entre 2 larmes, il a révélé qu'il avait découvert un grave problème de santé et que sa peur de me laisser seule avec notre fille avait été le catalyseur de son comportement autodestructeur. Cancer. Le mot a plané entre nous comme un spectre sombre. Les examens avaient détecté une tumeur au cerveau. Il aurait besoin de chirurgie et d'un traitement intensif avec un pronostic incertain. « Je ne te dis pas ça pour te faire rester », a-t-il dit en essuyant ses larmes. « Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ma peur de partir et de te laisser seule m'a fait éloigner avant que la maladie ne le fasse. Une explication bien trop commode, ai-je d'abord pensé. Encore une manipulation pour garder le contrôle sur moi. Mais les examens qu'il m'a montrés étaient réels. Les rendez-vous pris, les spécialistes contactés, tout confirmait son histoire. Le diagnostic médical a changé notre perspective. Non par amour, mais par compassion élémentaire, j'ai reporté toute décision concernant Paris. Au cours des 9 mois suivants, j'ai dû jongler entre les soins de Chloé, qui avait maintenant plus d'1 an, et ceux d'Antoine, qui affrontait des traitements difficiles, chimiothérapie, radiothérapie, médicaments qui le rendaient méconnaissable. L'homme fort et sûr de lui que j'avais connu s'était transformé en une ombre pâle et fragile. Voir sa souffrance quotidienne a atténué une partie de ma colère, sans toutefois effacer complètement ma rancœur. Pendant cette période, à ma grande surprise, Sophie est revenue définitivement en ville. Son voyage à l'étranger avait été annulé pour des raisons qu'elle n'a pas expliquées. Plus surprenant encore, elle a proposé son aide, devenant un pilier de soutien, s'occupant de Chloé pendant que j'accompagnais Antoine aux rendez-vous médicaux. « Je ne fais pas ça pour me racheter », a-t-elle dit un jour, en jouant avec ma fille. « Certaines dettes ne peuvent pas être payées. Je le fais parce que je tiens encore à vous, même si je ne mérite plus de place dans ta vie. » Julien, de son côté, est resté professionnel. En apprenant la maladie d'Antoine, il a mis de côté ses sentiments personnels et est devenu le spécialiste responsable du cas, utilisant ses contacts pour garantir le meilleur traitement possible. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. L'homme qui voulait m'emmener loin luttait maintenant pour sauver la vie de l'homme qui m'avait trahi. Quand Chloé a eu 1 an et demi, pendant la traditionnelle fête votive locale qui célèbre l'histoire d'Avignon, j'ai reçu une nouvelle qui a tout changé à nouveau. Les résultats des examens montraient que le traitement avait réussi. La tumeur avait considérablement diminué et les perspectives étaient en positive. Antoine a pleuré en apprenant le résultat, non pas de soulagement, mais d'une culpabilité renouvelée. « J'ai perdu tout ce qui comptait par peur de quelque chose qui ne m'emportera peut-être même pas », a-t-il dit. Le soir même, Sophie m'a avoué qu'elle quittait définitivement la ville, car elle réalisait que sa présence, malgré notre réconciliation, partielle, créait encore des tensions dans notre vie. « Tu es forte, plus forte que n'importe lequel d'entre nous », m'a-t-elle dit avant de partir. Cette force m'intimidait, tu sais. Je t'ai toujours trouvée invincible. Maintenant, je sais que tu es juste humaine, comme nous tous, mais avec une capacité à pardonner que peu possèdent. Pardonner. Le mot a résonné dans mon esprit pendant des jours. Avais-je vraiment pardonné? Ou avais-je simplement accepté l'inévitable, m'adaptant aux circonstances comme je l'ai toujours fait dans la vie? Dans un moment d'introspection, pendant la Semaine Sainte, alors que les processions passaient dans les ruelles historiques, j'ai réalisé que ma force intérieure, ma capacité à aller de l'avant et mon dévouement à ma famille avaient été testés à l'extrême. Les mois de soins prodigués à Antoine avaient créé une nouvelle dynamique entre nous.
Ce n'était pas de l'amour romantique, celui-là avait été enterré ce dimanche après-midi au bureau, mais une sorte de camaraderie forgée dans l'adversité. Il avait changé, ou du moins semblait sincèrement repentant. Les séances de thérapie qu'il avait commencées pendant son traitement l'avaient aidé à affronter non seulement la peur de la mort, mais aussi ses schémas de comportement destructeurs. Julien, percevant le changement dans notre dynamique familiale, s'est éloigné progressivement. Finalement, j'ai appris qu'il avait commencé à fréquenter une infirmière de l'hôpital. La nouvelle ne m'a pas causé de douleur, juste une légère nostalgie pour ce qui aurait pu être dans une autre vie, dans d'autres circonstances. Quand Antoine a été suffisamment rétabli, nous avons décidé d'avoir une conversation franche sur notre avenir. Je n'espère pas que nous redevenions ce que nous étions, a-t-il dit, assis sur le banc de la place où nous avions eu notre premier rendez-vous, il y a près de 10 ans. Je veux juste faire partie de vos vies, de la manière que tu permettras. Après, mûre réflexion, j'ai proposé un nouveau départ progressif. Antoine reviendrait à la maison, mais dans la chambre d'amis. Nous avons établi des règles claires, thérapie de couple, communication honnête, espace individuel respecté. Ce n'était pas un conte de fées avec une fin heureuse, mais un accord pragmatique entre deux adultes partageant une fille et un passé compliqué. Nous avons décidé, après des mois de thérapie de couple, de renouveler nos vœux dans la même église où nous nous étions mariés, sous les regards attentifs de la communauté qui avait suivi notre parcours de douleur et de réconciliation. Non pas comme une célébration d'amour éternel, mais comme un engagement renouvelé d'honnêteté et de respect mutuel. Une seconde chance, les yeux grands ouverts. La cérémonie de renouvellement a été intime, mais significative. Parmi les invités, à ma surprise, se trouvait Anne-Sophie, revenue spécialement pour l'événement, et Julien, venu avec sa nouvelle fiancée. Leur présence symbolisait la clôture d'un chapitre douloureux. Alors que tout le monde commençait à partir, Antoine m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, j'ai trouvé des billets pour Paris, une seconde lune de miel, et une lettre où il promettait de passer le reste de sa vie à compenser les erreurs du passé. Paris a été un nouveau départ. Loin des ruelles d'Avignon et des regards connus, nous nous sommes permis de nous redécouvrir. Non pas comme les jeunes amoureux que nous étions, mais comme des survivants d'une tempête qui avait failli nous noyer. Les conversations au bord de la Seine, les promenades dans le jardin du Luxembourg, chaque instant était une petite reconstruction de ce que nous avions perdu. À notre retour en France, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. La nouvelle est arrivée avec des sentiments mitigés. Joie pour la nouvelle vie, appréhension pour l'avenir. Antoine, maintenant en rémission complète, a accueilli la nouvelle les larmes aux yeux. « Je ne mérite pas cette seconde chance, a-t-il, dit en caressant mon ventre encore plat. Mais je promets d'en profiter au maximum. » La grossesse s'est déroulée sans complications, contrairement à la première. Là où il y avait eu autrefois de l'anxiété puis la trahison, il y avait maintenant un calme vigilant. Ce n'était pas une confiance aveugle, mais une décision consciente d'aller de l'avant, un jour à la fois. Antoine a assisté à chaque consultation, décoré la chambre du bébé de ses propres mains, a été présent d'une manière qu'il ne l'avait pas été la première fois. Notre deuxième enfant, Lucas, est né par un après-midi ensoleillé d'avril. Contrairement à la naissance tumultueuse de Chloé, celle-ci a été tranquille, presque sereine. Quand j'ai tenu Lucas dans mes bras pour la première fois, avec Chloé, 3 ans, à côté du lit, observant curieusement son petit frère et Antoine me tenant la main, j'ai senti que nous étions arrivés à un endroit que je n'aurais pas cru possible 2 ans auparavant. 2 ans après ce jour fatidique au bureau, notre famille était réunie pour le baptême de Lucas. En regardant autour de moi, j'ai vu Chloé courir entre les colonnes de l'église, Antoine tenant notre nouveau-né, et j'ai compris que parfois le pardon n'est pas seulement un cadeau que nous faisons aux autres, mais un don que nous nous accordons à nous-mêmes. Je ne romance pas ce qui s'est passé. La trahison a laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement. Il y a des jours où je me réveille encore avec leur image au bureau, des jours où la méfiance revient sournoisement. Mais je choisis, chaque matin, de ne pas laisser le passé définir notre avenir. Beaucoup de gens en ville n'ont pas compris ma décision de pardonner, de reconstruire. Je ne l'aurais jamais repris, disent certaines amies quand elles pensent que je n'écoute pas. D'autres me regardent avec pitié, comme si mon choix était une faiblesse, pas une force. Je ne m'en soucie plus.
J'ai appris que chacun a ses propres batailles intérieures, ses propres parcours de douleur et de rédemption. Le cancer d'Antoine est en rémission depuis près de 2 ans, mais nous savons que l'ombre de la récidive sera toujours présente. Cette conscience de la fragilité de la vie nous a appris à valoriser le présent, à ne pas reporter les conversations importantes, à exprimer l'amour et la gratitude tant que nous le pouvons. Sophie a finalement déménagé à Bordeaux, où elle a ouvert sa propre entreprise de design. Nous maintenons un contact cordial, principalement lors des fêtes. Nous ne sommes plus meilleurs amis et ne le serons jamais plus, mais il y a un respect mutuel qui est né des cendres de la trahison. Elle est la marraine de Lucas, une décision qui en a surpris beaucoup, y compris elle-même. Julien s'est marié avec l'infirmière et a déménagé à Paris, comme il l'avait prévu. Nous recevons occasionnellement des cartes postales de leur voyage, toujours adressées à la famille Dupont. Il a trouvé son propre chemin vers le bonheur, tout comme nous avons trouvé le nôtre. Madame Dubois, ma belle-mère, n'a jamais connu tous les détails de ce qui s'est passé. À 82 ans, elle continue de faire ses douceurs maison et de donner des conseils sur l'éducation des petits-enfants. Le secret d'un long mariage, dit-elle toujours, c'est de savoir pardonner. Je regarde Antoine quand elle dit cela, et nous partageons un sourire complice. Si elle savait à quel point ces mots sont vrais. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, Chloé fête ses 5 ans. C'est une fille vive, curieuse, avec les yeux de son père et mon entêtement. Lucas, à 2 ans, montre déjà des signes d'un esprit aventureux. J'observe mes enfants jouer dans le jardin, à l'ombre des arbres que nous avons plantés lorsque nous avons acheté cette maison, et je ressens une profonde gratitude pour le parcours qui m'a mené jusqu'ici. Je ne crois pas que tout arrive, pour une raison, que la trahison et la maladie étaient des épreuves divines ou des leçons nécessaires. Je préfère penser qu'elles font simplement partie de la complexité de la vie humaine. Erreurs, douleurs, choix, conséquences. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons d'y répondre. J'ai choisi de ne pas être définie par la trahison, de ne pas laisser la rancœur devenir mon identité. J'ai choisi, après beaucoup de souffrance et de réflexion, de donner une seconde chance, non seulement à Antoine, mais à moi-même. Une chance de redéfinir ce que signifie aimer, pardonner, aller de l'avant. Ce n'est pas une histoire sur une trahison surmontée ou un mariage sauvé. C'est une histoire sur la découverte de la force, là où il n'y avait que de la douleur, sur le choix conscient du chemin à suivre, même lorsque toutes les voies semblent impossibles. C'est sur l'apprentissage que le cœur humain a une capacité extraordinaire à se reconstruire, même après avoir été complètement brisé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Antoine continue de passer des examens régulièrement, toujours avec cette anxiété sous-jacente de celui qui a déjà affronté sa propre mortalité. Je continue de travailler comme professeur à l'université, trouvant un sens à guider de jeunes esprits. Ensemble, nous continuons à naviguer dans les eaux parfois agitées de la vie de famille. Il y a des jours où tout semble parfait. Un pique-nique dans le jardin, des rires autour de la table du dîner, Chloé et Lucas, endormis entre nous dans le lit après un cauchemar. Il y a d'autres jours où l'ombre du passé revient, où je me surprends à observer Antoine avec méfiance quand il est en retard ou quand il reçoit un message sur son portable. La confiance, une fois brisée, n'est jamais complètement restaurée. Mais j'ai appris à vivre avec cette imperfection, à accepter que l'amour réel n'est pas un conte de fées, mais un engagement quotidien, parfois difficile, parfois gratifiant. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette femme enceinte, de 8 mois qui a trouvé son mari dans les bras de sa meilleure amie, je ne sais pas si je lui dirais de fuir ou de rester. Peut-être lui dirais-je simplement que, quel que soit le chemin choisi, elle trouverait la force d'aller de l'avant, d'élever son enfant, de reconstruire sa vie, avec ou sans cet homme à ses côtés. La ville d'Avignon reste la même, avec ses remparts, ses ruelles en pente, ses habitants qui connaissent chaque détail de la vie des autres. Les processions continuent de passer sous nos fenêtres, marquant le rythme du temps avec leurs chants anciens. Chloé fréquente maintenant la même école où j'ai étudié enfant, marchant dans les mêmes rues que j'ai parcourues. Il y a une continuité réconfortante dans ce cycle, un sentiment d'appartenance qui transcende les drames personnels. En fin de compte, c'est peut-être ça qui importe. Non pas la perfection, mais la persévérance.
non pas l'absence de douleur, mais la capacité de grandir à travers elle. Non pas une fin heureuse comme dans les contes de fées, mais des moments de bonheur authentiques au milieu des complexités de la vie réelle. Quand les gens me demandent comment j'ai réussi à pardonner, comment j'ai reconstruit mon mariage après une telle trahison, je n'ai jamais de réponse simple. Ce n'a pas été un moment unique de décision, mais un processus long et douloureux, plein d'avancées et de recul. Ce n'était pas par amour inconditionnel ou par peur de la solitude, mais par un choix conscient de parier sur la possibilité de la rédemption, la sienne et la mienne. Je regarde mon alliance, maintenant accompagnée d'une nouvelle bague qu'Antoine m'a offerte à la naissance de Lucas. Ce ne sont pas seulement des bijoux, mais les symboles d'un voyage qui m'a montré qui je suis vraiment quand toutes les certitudes sont ébranlées. J'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas, une capacité de pardon qui m'a surprise, une détermination féroce à construire la vie que je veux, quels que soient les obstacles. Ceci est mon histoire, pas une histoire de victoire ou de défaite, de trahison ou de rédemption, mais simplement l'histoire d'une femme qui a trouvé son chemin à travers la tempête. Une femme qui a appris que les cicatrices ne sont pas seulement des marques de douleur, mais des témoignages de guérison. Une femme qui a choisi, par-dessus tout, d'être l'auteur de sa propre vie. Alors que le soleil se couche sur les remparts d'Avignon, tout comme en ce dimanche fatidique, je réfléchis à la façon dont la vie peut changer en un instant. Comment nous pouvons perdre tout ce que nous pensions sûr et pourtant continuer d'avancer. Comment le cœur humain, malgré toute sa fragilité, possède une résilience extraordinaire. C'est là le vrai miracle. Non pas que nous parvenions à éviter les tempêtes de la vie, mais que nous apprenions à danser sous la pluie. Non pas que nous évitions la douleur, mais que nous lui permettions de nous transformer en version plus sage, plus compatissante, plus authentique de nous-mêmes. Et tandis qu'Antoine appelle les enfants pour le bain, et que l'odeur du dîner emplit notre maison, je sais que c'est ma place, pour l'instant. Non pas parce que le destin en a décidé ainsi, non pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que j'ai choisi. Et dans ce choix, j'ai trouvé ma libération. Il y a certains moments, quand j'observe ma famille réunie dans le salon, entre rires et histoires partagées, que je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible à nouveau. Ce n'est pas le bonheur naïf d'avant, mais quelque chose de plus profond, de plus conscient. Une joie qui coexiste avec la douleur, qui reconnaît l'imperfection de la vie et choisit pourtant de la célébrer. Dans une ville historique comme Avignon, où chaque pierre raconte une histoire séculaire, ma propre histoire peut sembler insignifiante, juste un drame humain parmi des millions. Mais pour moi, elle représente tout. Ma chute, ma lutte, mon rétablissement. Ma capacité à regarder la trahison dans les yeux et à dire « Tu ne me définiras pas ». Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes, que nous sommes, plus que les pires moments de nos vies, plus que les pires choses qui nous arrivent ou que nous faisons aux autres. Nous sommes des êtres en constante transformation, capables de créer du sens même à partir des expériences les plus douloureuses. Alors, à cette femme qui lit peut-être ces mots, traversant sa propre tempête, je veux dire, il y a de la lumière après l'obscurité. Pas nécessairement de la manière dont vous l'imaginez, pas nécessairement en suivant le chemin que vous aviez prévu, mais il y a de la lumière, il y a du renouveau, il y a la possibilité d'une vie qui, bien que marquée par la douleur, n'est pas définie par elle. Et cela, en fin de compte, est tout ce que nous pouvons demander. Non pas un chemin sans obstacles, mais la force de les surmonter. Non pas un amour sans faille, mais la sagesse de distinguer entre ce qui peut être reconstruit et ce qui doit être laissé derrière. Non pas une vie sans cicatrices, mais la compréhension que parfois ce sont justement ces cicatrices qui font de nous ce que nous sommes.